la, la dette, c'est un contrat qui permet de disposer au présent de ressources futures. C'est essentiellement c'est un transfert intertemporel. Alors, ça permet deux choses. Ça permet le lissage des chocs. Hein. Vous avez un mauvais choc. Vous savez que demain, vous avez des jours meilleurs. Vous voulez lisser en transférant des ressources des bons États vers les mauvais États du monde. Hein. C'est typiquement le cas pour le Covid. Vous pouvez aussi émettre de la dette pour investir dans le futur. Alors, il y a une différence entre la dette privée et la dette commerciale. La dette commerciale, elle est garantie par les actifs qui peuvent être saisis. La dette souveraine, elle ne peut pas être saisie. Il y a un privilège de souveraineté. Alors, on a essayé parfois, je crois qu'on a essayé de faire saisir l'avion de la présidente argentine sur le tarmac d'un aéroport new-yorkais, mais c'est assez limité. Alors, la question, c'est pourquoi repayer la dette? C'est une question presque un peu qui semble un peu naïve. C'est quand même une question qui a été débattue longtemps chez les économistes, il y a encore débattu. Alors pourquoi repayer la dette? Alors, il y a des explications un peu classiques. Si vous ne repayez pas la dette, vous pouvez être puni. Alors, vous pouvez avoir des sanctions. Il y a une époque, on envoyait un bateau dans le port, c'était la politique de la canonnière. On a abandonné parce que c'était quand même assez coûteux pour des résultats qui n'étaient pas politiquement terribles. Donc là, et puis, de toute façon, il y a un vrai problème, qui est le problème que si vous décidez, vous avez prêté à l'Argentine, au Mexique, vous voulez les punir, c'est très bien, mais il y a des gens qui n'ont pas prêté à l'Argentine, au Mexique, eux, ils n'ont pas besoin de punir le Mexique et l'Argentine. Donc, eux, ils sont contents de prêter l'Argentine au Mexique. Le Venezuela a prêté l'Argentine après son défaut. Donc ça ne marche pas. Il y a la réputation qui fait que si effectivement vous faites défaut, vous allez avoir des termes qui ne sont pas très favorables. Ce n'est pas non plus très suffisant comme explication. Alors, il y a une explication qui est plus intéressante, qui est de dire ça n'a d'intérêt de ne pas payer la dette si vous faites défaut sur des prêteurs externes au pays. Parce que si la dette est détenue par des résidents locaux, faire défaut n'a pas tellement d'intérêt. Vous tirez une balle dans le pied. Alors, ça a des conséquences. Ça a des conséquences en termes de distribution, puisqu'effectivement, il y a une distribution entre prêteurs et créateurs, mais d'un point de vue de l'État au niveau agrégé, ça n'a pas tellement de valeur. Donc ça, c'est intéressant. Ça dit en gros que une raison pour laquelle les pays payent leurs dettes, c'est parce qu'ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, et en particulier parce qu'ils ne veulent pas détruire, ça revient à la question de départ, leur système bancaire qui bénéficie d'une partie de la dette. Donc il y a une espèce, c'est là où se fait la tension entre les États et les banques. Hein. Donc les banques acceptent de prendre des titres des États sur leurs livres. Les États, parfois, ces titres de dette ont été émis pour renflouer les banques. Et puis ensuite, les États bénéficient d'un canal de financement. Donc, il y a effectivement un rapport entre le souverain et les banques qui se lie au niveau de la dette. Alors après, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le niveau de la dette ou est-ce que c'est le service de la dette? C'est une question intéressante. Tant qu'on peut continuer de faire tourner la dette, c'est-à-dire de réémettre de la dette quand la dette vient à maturité, ce qui compte, c'est ce qu'on doit payer, c'est les intérêts qu'on doit payer, ce n'est pas la valeur du principal de la dette. Aujourd'hui, les taux sont négatifs. Aujourd'hui, la France émet à 10 ans un taux négatif. Les gens payent pour acheter de la dette de la France. C'est comme si la France était un coffre-fort et que les gens allaient louer un coffre-fort à la France. Alors, il y a quand même un problème, c'est que ça suppose qu'effectivement, les gens sont d'accord pour continuer de prêter. Hein. Donc ça, c'est le vrai problème. C'est qu'il y a un risque qui s'appelle en économie le risque de rollover, quand les gens arrêtent de prêter. Alors, comment ça se passe, une crise de la dette? Et en fait, il y a deux paradigmes. Il y a d'abord un paradigme de crise fondamentale. Les États ont plus de ressources, et donc elles ne peuvent plus payer. Et puis, il y a aussi un autre paradigme qui est un paradigme un peu plus technique mais qui est compréhensible, qui s'appelle autoréalisateur. C'est-à-dire que tant que les gens se coordonnent pour faire confiance à un État, ils lui prêtent et ils lui prêtent à un taux relativement bas. Si d'un coup les créditeurs perdent confiance et se retirent, l'État finalement ne peut se refinancer qu'à des taux extrêmement élevés, ce qui, par un effet boule de neige, favorise son risque de défaut et donc justifie le fait que les gens sont reluctants à payer. Donc ces deux types de crises, c'est comme ça que se fait les défauts de la dette. Alors après, est-ce que les États font défaut parce qu'ils ne peuvent plus payer ou est-ce qu'ils font défaut parce que simplement payer aurait des conséquences
tel que le coût de rembourser est plus important que le coût de ne pas rembourser. Hein. La dette, en quelque sorte, c'est un engagement qui est contingent au fait que les États veulent bien payer, et donc les États peuvent considérer à un moment donné que le coût du défaut est inférieur au coût du remboursement. Alors là, il y a aussi des choses qui sont assez mal comprises. C'est comment stabiliser la dette ou comment éventuellement faire baisser le niveau de dette. Et en fait, c'est très simple. Stabiliser la dette, c'est-à-dire maintenir un taux constant de dette sur PIB, ça dépend juste de deux choses, du taux d'intérêt et de la croissance. Si le taux d'intérêt est inférieur à la croissance, vous voyez bien, c'est comme là l'intuition fonctionne, et ben on peut stabiliser la dette même avec des déficits, puisque quelque part la croissance fait accroître le PIB et le ratio dette sur PIB, si c'est l'objectif, peut se maintenir. Alors, ce qui est important, c'est que donc c'est juste deux choses, c'est R et G, ce qu'on retrouve un peu Piketty. Et R, le taux d'intérêt, et G, le taux de croissance. Alors, R, c'est le taux d'intérêt réel. C'est important parce que s'il y a de l'inflation, ça va réduire le taux d'intérêt réel, qui est le taux nominal, moins le taux d'inflation. Et puis, la taux de croissance, il n'est pas indépendant de ce que fait les États. Donc, il y a tout ce thème de l'austérité. En quelque sorte, les États veulent faire des excédents pour rembourser la dette, mais en fait, en faisant ça, ils détruisent la croissance, et puis à la fin, ils ont un peu réduit la dette, mais comme ils ont beaucoup réduit la croissance, ils n'arrivent pas véritablement à stabiliser la dette sur le PIB. Hein. Donc ça, c'est un peu bon. C'était un peu le problème de Hollande quand il est arrivé en 2012. Alors, une question simple, hein, c'est la dette et la restructuration. La défaut et la restructuration, c'est la même chose. Les pays annoncent qu'ils ne peuvent pas payer, s'engage une renégociation qui ensuite restructure la dette, où en fait on remplace de l'ancienne dette par une nouvelle dette dont les termes sont plus favorables, et donc il y a ce qu'on appelle une coupe de cheveux, une haircut, qui se produit à ce moment-là. Donc je reviens à la question que j'avais évoquée plus tard. Si jamais un pays est extrêmement endetté, non seulement il y a peu de chances qu'il rembourse, mais en plus ça va avoir des conséquences négatives sur ses politiques. Puisque s'il investit ou s'il fait des politiques bénéfiques, finalement, la plupart des bénéfices ne seront pas pour lui, mais pour ses créditeurs. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'étranglement de la dette, phénomène qu'on retrouve dans l'entreprise aussi. Donc, une entreprise qui a beaucoup de dettes, finalement, elle ne va pas forcément faire des bons choix d'investissement parce que finalement, ce qu'elle prend en compte, c'est son bien à elle. En fait, une partie va être transférée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment donné où tout le monde gagne. Hein, où en fait la valeur de la dette, c'est-à-dire la valeur de la dette en prenant en compte la probabilité que la dette soit remboursée, elle décroît avec le niveau de la dette. En fait, ce qui se passe, c'est que à la fois les créanciers et les débiteurs gagnent à réduire la dette, en quelque sorte à remettre le pays sur les rails. Alors, c'était toutes les idées des restructurations du millénium pour les pays hautement endettés. Ça s'applique aussi dans le cas de l'Union européenne, avec aussi des phénomènes des conséquences. Hein. Si un pays est étranglé par sa dette, eh bien, il va avoir une demande pour les biens allemands qui est plus faible, et puis ça va affecter aussi la stabilité du système financier. Donc il y a l'idée que quand il y a une restructuration de la dette, ce sont les débiteurs qui profitent et les créanciers qui perdent. C'est une idée fausse. Hein, parce que ce qui compte, ce n'est pas la valeur nominale de la dette, c'est la valeur en prenant en compte à la fois sa probabilité de remboursement et aussi les conséquences d'avoir un très fort niveau de dette. Ça, c'est une question importante et qui se posera en Europe parce qu'il y aura des restructurations de la dette d'une façon ou d'une autre. Une petite question, on peut revenir, c'est que la dette en général, elle est nominale, mais on peut imaginer des dettes qui sont contingentes. Alors, il y a des dettes qui étaient indexées sur l'inflation, sur le PIB. On peut aussi imaginer des dettes indexées sur le changement climatique, hein, où si les pays ont des performances meilleures, le taux d'intérêt serait plus bas. Alors, historiquement, il y a eu des défauts tout le temps.
et très peu de pays, en fait, sont sortis des cycles de repaiement et de défaut. En fait, il n'y en a que 4, ou 3 ou 4. Il y a l'Angleterre qui n'a pas fait défaut depuis 1594, la France qui n'a pas fait défaut depuis 1788. Alors, je dis défaut strict. Les gens ont fait défaut par l'inflation, et les États-Unis. Hein. Alors, voilà, donc ça, c'est important de savoir ça. Alors, on peut parler du rôle du FMI, mais ça, je vais en parler plus tard. Une question aussi importante, c'est que les gens souvent confondent ce qu'est la dette brute et la dette nette. Hein. Un État, ça a des dettes, mais ça a aussi des actifs. Donc, ce qui compte, c'est la dette nette. Hein. Si on privatise pour rembourser la dette, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, on peut choisir de privatiser, mais d'un point de vue là, ça n'a aucun sens puisqu'on va à la fois supprimer un actif et un passif. La dette nette ne va pas changer. Donc, privatiser les autoroutes pour rembourser la dette, ça n'a aucun sens, hein, puisqu'on on avait au passif une dette avec un faible taux d'intérêt et un actif qui avait des rendements importants. Donc, la privatisation des autoroutes, vraiment, c'est une décision qui n'a pas de sens, économiquement. Alors, sur la question du rapport entre la dette et la monnaie, notamment la dette souveraine et la monnaie, vous pouvez m'interrompre, si jamais il y a une chose qui n'est pas claire, n'hésitez pas à m'interrompre, je parle un peu vite, mais on peut… Moi, j'avais juste une question, ouais. Romain, s'il vous plaît, est-ce que c'est très clair? Vous avez dit à un moment qu'il y avait deux choses qu'on regardait, le niveau de la dette et le service de la dette. Et je crois que vous avez assez expliqué très clairement la question du service de la dette, mais vous pouvez juste nous éclairer sur ce débat qui consiste à savoir si le fait de présenter la dette en ratio du PIB a du sens ou pas. Hein, il y a toute une controverse là-dessus. Et au fond, très simplement, qu'est-ce que ça veut dire on a 80% de dette rapportée au PIB ou 120% de dette rapportée au PIB? Est-ce que ça a un sens économiquement et politiquement? Si surtout par ailleurs, et c'est ce qu'on nous explique aujourd'hui, le service de la dette est très faible puisqu'on a des taux d'intérêt faibles, voire négatifs. Alors, ça a un sens. Ce qui a un sens, effectivement, la dette, c'est un stock et le PIB, c'est un flux. C'est ce qui est produit dans une année. La dette, c'est un stock. Hein, donc, on pourrait imaginer évaluer le ratio de la dette par rapport à un stock de richesse, par rapport en prenant en compte éventuellement du capital écologique, des choses comme ça. On pourrait faire ça, effectivement. On n'a pas forcément… Alors là où ça… quand on veut… mais par contre, dans un autre contexte, c'est juste une normalisation. C'est-à-dire qu'on va dire quel déficit ou quel excédent on va faire en pourcentage du PIB. Hein, donc ça renvoie à ce que l'État prélève sur le PIB et éventuellement consacre au remboursement de la dette. Et ça va se mettre en face d'un paiement en proportion de la dette. Donc en certain sens, c'est une normalisation. Donc, si on normalise tout par le PIB, ça permet de simplifier un peu la présentation. Mais sur un autre sens, donc dans ce premier sens, c'est pas très important. Dans le deuxième sens, c'est important parce que ce qui est en face de la dette, c'est pas le PIB simplement d'aujourd'hui, c'est l'ensemble des séries de PIB et puis c'est l'ensemble de la richesse qui comprend la richesse marchande et la richesse non marchande. Donc, ce qui est important, c'est que face à la dette, il y ait toute une espèce de… Alors, par exemple, si on fait de la dette pour financer la transition écologique, ce qui compte, c'est la dette par rapport à l'ensemble des bénéfices qu'on va tirer de la transition écologique. Donc ça, c'est une question, oui, je pense que c'est une question intéressante. Donc, c'est une question qui mérite d'être débattue. Mais, est-ce que à ce stade, vous avez des questions? On va rester sur la compréhension liminaire de ce que vient de dire Romain et après on fera les débats quand Romain aura terminé sa présentation. Alors, on continue, Romain? D'accord. Donc, maintenant, je parle juste du lien entre la dette et la monnaie. Alors, en fait, conceptuellement, la dette et la monnaie, c'est un peu la même chose. La monnaie est un passif de la Banque centrale, la dette est un passif du Trésor,
le Trésor est l'actionnaire de la Banque centrale. Donc, si on prend le bilan agrégé du secteur public, on a à la fois au passif de la dette et de la monnaie. Et puis, alors, par exemple, je prends l'exemple où la Banque centrale achète un bon du Trésor, reçoit l'intérêt du Trésor, mais reverse des dividendes du Trésor, par exemple, pour un montant équivalent. Donc, dans ce cas-là, quand la dette est possédée par la Banque centrale, hein, si on veut, si on agrège le bilan Trésor Banque centrale, la dette est déjà annulée. Puisqu'en fait, le gouvernement paye des intérêts à la Banque centrale qui lui reverse sous forme de dividendes. C'est comme une sorte de dette entre filiales d'un groupe. J'y viendrai après, mais c'est important de comprendre ça. Alors après, si on veut comprendre le rapport entre la dette et la monnaie, je crois qu'il faut reprendre la question du défaut. La dette, c'est payable en monnaie métallique, parfois c'est indexé sur l'or, sur d'autres choses. Le souverain peut décider de réduire la valeur de la monnaie. Alors, ça a été fait longtemps en fait, en faisant le debasement en changeant la contenance métallique des pièces. Et puis, quand on est passé à la monnaie fiduciaire, c'est passé par l'inflation. Donc, effectivement, le souverain peut faire défaut en déflatant la valeur de la dette, en faisant de l'inflation, surtout en faisant de l'inflation surprise. Donc ça, c'est tout ce qui a amené à la discussion sur l'indépendance d'une banque centrale, en quelque sorte pour éviter la tentation du gouvernement d'utiliser l'inflation pour réduire sa dette. Alors, encore une fois, ça a été un choix politique, et j'y reviendrai un peu plus tard, ce n'est pas le seul choix possible. Parce que si on revient à la création des banques centrales, les banques centrales, elles ont été créées pour reprendre la dette des États. Donc, quand on dit aujourd'hui, au XVIIIe, XIXe siècle, les pays, les États souverains avaient d'énormes dettes. Elles ont créé des banques centrales, des banques quasi centrales, pour reprendre leurs dettes en leur octroyant le privilège d'émettre de la monnaie. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Il y a des banques centrales qui ont fait défaut. La Banque de Suède a fait défaut au XVIIIe siècle. Comment une banque centrale peut faire défaut? Parce que si l'État ne paye plus, les gens commencent à paniquer et en fait ne veulent plus des billets émis par la banque centrale. Là, encore une fois, il faut bien voir si une banque centrale prête aux États et ensuite émet des billets, en fait, elle substitue une dette publique par une autre dette qui est garantie par une dette publique. Donc, il y a des banques qui ont fait faillite, des banques centrales qui ont fait faillite. Du coup, les gens ne veulent plus de billets. Il y en a d'autres qui ont été fermées. Par exemple, c'est Jackson aux États-Unis. Il a à la fois fermé la banque centrale et il a remboursé la dette d'un coup en 1833. Donc, les États-Unis, pendant presque un siècle, n'avaient pas de banque centrale. C'est juste une question. Ça revient aussi à la question, est-ce que les banques centrales ont besoin de capital? Alors en fait, non, pas forcément. Les banques centrales n'ont pas forcément besoin de capital. Je prends l'exemple, par exemple, du Chili. Le Chili a eu une crise financière en 1997. La Banque centrale a renfloué le secteur financier en émettant de la dette. Donc là, le capital de la Banque centrale devient négatif. Et puis au cours du temps, la Banque centrale émet de la monnaie. Donc tant que les gens acceptent la monnaie Banque centrale, le capital de la Banque centrale devient n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que les gens veuillent de la monnaie Banque centrale et puis ils ont aussi utilisé des réserves de change. Donc on arrive au paradigme contemporain, mais qui est un paradigme récent. Cette dualité entre la Banque centrale qui stabilise les prix en contrôlant la quantité de monnaie et le Trésor qui stabilise la gestion fiscale à travers la gestion de la dette. Donc ça, c'est une idée vraiment récente. C'est une idée récente. C'est l'idée que le gouvernement aurait toujours intérêt à créer de l'inflation. Et donc, la Banque centrale doit être indépendante et doit être aussi conservatrice, avoir une préférence qui est différente des préférences des États. En fait, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, ce n'est pas que la Banque centrale soit indépendante, c'est que les objectifs entre la politique monétaire et la politique fiscale soient compatibles. Ça, c'est ça qui est important. Parce que si les objectifs ne sont pas compatibles, à un moment donné, ça va péter.
Alors ça, c'est celui qui a le mieux montré ça. Romain, pardon, quand Oui. vous dites politique fiscale, c'est un anglicisme, c'est politique budgétaire. Hein, c'est Politique budgétaire, pardon. Politique fiscale budgétaire, au ouais. sens anglais. Oui, politique budgétaire. Et celui qui a le mieux montré ça de façon limpide, c'est Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel d'économie. Il prend un exemple assez simple, que je vais décrire pour vous, que j'enseigne et que je vais écrire pour vous. Imaginons qu'un pays a un taux de change fixe. On prend le Mexique, qui va ancrer le peso au dollar. Hein. Donc voilà, on veut un taux de change fixe parce qu'on veut la stabilité du change. Alors, ce qui se passe, c'est que pour avoir un change fixe, il faut des réserves de change. Et pour garantir un taux de change fixe. C'est simple. Alors, ce qui se passe, c'est que si en même temps, on veut un taux de change fixe et que la politique budgétaire émet de la dette, cette dette doit être monétisée et rachetée par la Banque centrale, à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que la Banque centrale vende des réserves pour acheter des titres de dette publique. Donc, dans ce cas-là, en fait, la Banque centrale scie la branche sur laquelle elle est assise, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus assez de réserves, et une attaque spéculative sur le change, et ça saute. Donc là, on voit bien, il y a quand même une vérité, c'est que on peut pas, il y a des choses qui ne sont pas possibles, quoi. On ne peut pas à la fois vouloir monétiser à outrance sa dette et puis maintenir un taux de change fixe. Ça, c'est un exemple, mais ça ne suppose pas une banque centrale indépendante, ça suppose des objectifs qui soient cohérents. Hein. Si les objectifs sont contradictoires, c'est là qu'on arrive à une crise. Alors, à un moment donné, vous m'avez parlé de l'intérêt pour l'inflation. Alors, évidemment, on peut aujourd'hui, on a émis beaucoup de dettes pendant la crise du Covid. On a donné aux gens des ressources financières. On a remplacé les salaires payés par l'entreprise par des chômages partiels payés par l'État. En même temps, les gens ne peuvent pas manger de billets. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des biens. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités, en fait. S'il y a trop de monnaie en circulation par rapport aux biens, il y aura de l'inflation. Mais l'important, c'est la monnaie en circulation. S'il y a trop de monnaie, mais que la monnaie est juste parquée dans les comptes en banque, il n'y a pas forcément de l'inflation. Et c'est un peu la tension qu'il y a dans le monde de l'après-Covid. Si les gens thésaurisent, il n'y a pas forcément d'inflation. Donc voilà. Donc là, j'en ai encore pour quelques minutes. Désolé d'être un petit peu long. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Europe à propos de la dette? Donc il y a des simulations. Donc je vais partager mon écran pour le montrer de façon assez simple. Donc, vous voyez, ça, c'est les scénarios sur la croissance. On était sur une trajectoire verte. Il y a le choc Covid. Il y a un rebond. Et puis après, soit on revient sur une trajectoire de croissance, soit il y a une deuxième vague. Il y a un nouveau choc qui se produit à la fin de l'année. Bon, ça, on n'en sait rien, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce n'est pas bon, évidemment, pour le PIB. Hein. La France va perdre entre 10 et 15% du PIB, la zone euro à peu près. La France a fait un choix hein, qui est véritablement d'arrêter l'économie. L'Italie a fait un choix similaire. Les États-Unis, en fait, ont moins arrêté l'économie que la France, et les États-Unis ne sont pas dans la situation aussi favorable en termes d'épidémie que la France. Donc, il y a un lien. Alors, l'Allemagne a réussi un peu à faire les deux, dans une position plus favorable. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la dette? Alors, il faut regarder la dette avant la crise. En Europe, on a la Grèce, qui est toujours un problème massif, 180%. Après, il y a l'Italie, le Portugal, la France, l'Espagne, entre 100 et 150% de dette sur PIB. Parce qu'il se passe, l'effet du Covid, il est là. Alors, il y a le scénario avec une deuxième vague en rouge, puis sans deuxième vague en bleu. Donc, c'est massif. Hein. C'est plus 20% de dette dans le meilleur scénario et plus 25% dans le scénario d'une deuxième vague. Donc, c'est pourquoi? Parce que simplement, on a arrêté de produire, mais on a continué de payer. Quoi. Donc, c'est la dette qui a absorbé la différence. Alors, si on regarde l'histoire des États-Unis, il y a des vagues. Hein. Il y a des vagues
après-guerre, après les chocs, il y a beaucoup de dettes. Après-guerre, il y a eu beaucoup de dettes. Et alors, comment on résout ça? En général, on résout ça à travers soit de la croissance, soit de l'inflation, et souvent les deux. Dans l'après-guerre, les États-Unis ont fait de l'inflation. Donc, voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui fait que la dette, la question de la dette, eh ben, elle a été un peu mise sous le tapis, mais elle va revenir très, très fortement. Avec la question qui se pose, qui va acheter la dette? Est-ce que la dette va être payée? Si maintenant je parle des débats actuels, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? Aujourd'hui en Europe, on a l'ECB qui achète et possède 20% des dettes européennes. Elle a un nouveau programme de prêts liés au Covid. Elle en aura probablement entre 25 et 30%, 30% de la dette. Donc, comment ça se passe? Simplement, la Banque centrale achète des titres et puis crédite aux banques, et puis crédite les banques de monnaie banque centrale, avec lesquelles les banques peuvent faire d'autres choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, une petite parenthèse, la Banque centrale n'achète pas seulement de la dette publique, elle achète aussi de la dette privée, notamment la dette de grandes entreprises. Donc ça, c'est une question qui peut aussi se poser. Est-ce que c'est le rôle de la Banque centrale d'acheter de la dette privée? Pardon, Romain, les 20% là, c'est les achats de la BCE de dette publique et privée? Non, 20% c'est dette publique. Le programme de dette privée, c'est autour d'entre 5 et 10%, entre 10%, il y a plusieurs programmes différents, mais entre 10% de la dette, 10 à 15% de la dette qui est détenue par la Banque centrale. Alors, il y a un truc qui est assez cocasse, c'est qu'en fait, la Banque centrale ne peut pas acheter de dette publique à l'émission. Là, on reviendrait aux avances au Trésor, qui les achète sur le marché secondaire. Mais elle peut acheter de la dette privée à l'émission. Notamment, il y a un exemple qui est intéressant. Pardon. Ouais. Non, c'était une question de compréhension. Allez-y. Ouais, par exemple, quand juste avant la crise, une grande entreprise française, LVMH, a acheté une entreprise américaine, Tiffany, elle l'a financée à 20% par un prêt de la Banque centrale européenne, de facto, parce que la Banque centrale a acheté à l'émission. Et le taux payé, donc il y a une espèce de… Donc, en fait, la Banque centrale, paradoxalement, ne monétise pas de dette publique directement, elle le fait indirectement, mais elle monétise des dettes privées, directement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pardon, juste une compréhension sur vos 20%. Ça veut dire que 20% du bilan de la Banque centrale européenne, c'est de la dette publique, ou elle a acheté 20%? Non, elle a acheté 20%, elle possède 20% du stock aujourd'hui. 20% du stock, d'accord. Voilà. Donc oui, alors, quels sont les scénarios par rapport à ça? C'est un débat qui est important. Donc, qu'est-ce qui se passe au départ, la Banque centrale a acheté des titres, mais retirait ensuite la monnaie créée. Donc, c'était des opérations dites stérilisées. Aujourd'hui, c'est très simple. La Banque centrale, Cyril, il y a un gel. Vous m'entendez toujours ou pas? D'accord. Je vous entends toujours. D'accord. J'ai demandé, je me suis demandé s'il n'était pas sorti. Donc, la Banque centrale, aujourd'hui, achète des titres et simplement crée de la monnaie, notamment en créditant les comptes des banques en réserve de monnaie Banque centrale. Alors, le nouveau programme qui est lié au Covid, c'est un programme massif, c'est 1,3 trillion. La différence, c'est que jusqu'ici, on avait imposé que les achats de dette soient proportionnels aux parts des États dans le capital de la Banque centrale. Donc, c'était pour que ce soit neutre au niveau de la répartition. Aujourd'hui, dans le nouveau programme, ils peuvent faire des déviations. On peut de facto prêter plus à l'Espagne, à la Grèce et à l'Italie. Alors, c'est quoi en fait, il y a 3 scénarios par rapport à ça. Il y a un scénario que j'appelle, enfin, il y en a plus que 3, mais il y en a 3 scénarios de base. Le premier scénario, c'est ce que j'appelle le rollover ad vitam aeternam de la dette. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une dette que possède la BCE vient à maturité,
la BCE le réinvestit. Et ça ne compte pas dans les 1,3 trillion ou dans les 600 milliards. C'est uniquement ça. Le nouveau programme, c'est des nouveaux achats de dette, donc des achats nets. Ici, jusqu'ici, la Banque centrale, quand il y a une dette à maturité, elle rachète de la dette. Donc, si c'est le cas, et bien, en fait, il y a 20 à 30% de la dette, en fonction de où s'arrêtera le programme, qui devient complètement sans importance. Puisque c'est ce que j'ai fait au départ. Il est la dette publique qui est possédée par la Banque centrale. Tant que les gens espèrent que la Banque centrale va les garder sur ses titres, et c'est implicitement le cas, cette banque devient sans importance. Ce qui est vrai, c'est que la BCE garde le pouvoir, a priori, de les vendre, ces titres, et donc de faire diminuer son bilan. Mais il y a une espèce d'idée que la Banque centrale a déjà annulé, en quelque sorte, de facto, 20 à 30% de la dette. Ils n'aiment pas trop le dire, mais en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la question se pose, si on fait ça, est-ce que ça vaut le coup de les annuler formellement? Les annuler formellement, c'est considérer que ces titres ne valent plus rien. C'est neutre du point de vue du bilan agrégé de l'État, puisqu'en fait, l'État s'est prêté à lui-même. Il annule une dette, mais il annule aussi un actif, si on agrège la Banque centrale et le Trésor. Donc, ce n'est pas forcément une solution extrêmement intéressante. Ça pose aussi des problèmes. En principe, on ne fait pas défaut sur un seul de ses créanciers. On traite ses créanciers de façon égale. Donc, l'idée qu'on va faire défaut sur la dette de la Banque centrale, mais pas sur les autres, c'est un truc un peu… Ça met en cause ces principes de gestion de la dette importants. Puis, évidemment, on force la main de la BCE. Alors, il y a un troisième scénario qui, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a des pays qui vont faire défaut. Et quand les pays font défaut, comme la Grèce, par exemple, ou l'Italie, si l'Italie fait défaut, comme il y a 20 à 30%, oui, quand je dis fait défaut, ça peut dire restructurer sa dette, c'est la même chose. Ça veut dire que la BCE va faire des pertes. Et en fait, la BCE, c'est un bon endroit pour mettre des pertes qui sont liées à des défauts sur la dette. Pourquoi? Parce que la BCE, ce n'est pas comme une banque, elle n'est pas en risque de faillite, elle est là pour longtemps. Tant que les gens achètent de la monnaie, elle a une capacité d'émettre un actif. Donc voilà, c'est ça les trois scénarios. Donc la première chose, c'est que l'annulation, ce n'est pas forcément très intéressant. Alors, on pourra parler, si vous voulez, de la dette commune européenne, si vous me relancez là-dessus, mais je vous laisse un peu… il y a des questions qui se posent, mais on pourra en parler. Donc, je vais finir sur ce que j'appelle le futur de la monnaie, de la dette et du système bancaire. Donc, il y a tous ces termes qui flottent un peu dans la twittosphère. La monnaie digitale de la Banque centrale, la monnaie hélicoptère ou la monnaie bon du Trésor. La monnaie banque centrale, c'est simplement que les particuliers ou les entreprises auront des comptes auprès de la banque centrale et donc auront accès à cette monnaie banque centrale qu'aujourd'hui uniquement les banques ont accès. La monnaie hélicoptère, c'est une idée un peu vague, mais c'est l'idée qu'en gros, les comptes des particuliers seront crédités de monnaie banque centrale additionnelle. Ça va ensemble, la monnaie digitale de la Banque centrale avec la monnaie hélicoptère, parce que c'est la façon la plus simple de le faire. Il y a aussi la possibilité d'avoir de la monnaie bon du Trésor, mais j'y reviendrai. Donc en fait, dans toutes ces options, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on va au minimum réduire, dans certains cas enlever, le pouvoir des banques commerciales de créer de la monnaie. On va créer de la monnaie sans passer par les banques commerciales, puisque quand on va créditer des comptes qui ne sont pas des comptes de banque auprès de la Banque centrale, on va créer de la monnaie sans passer par les banques. Et puis, on va aussi permettre, en quelque sorte, aux particuliers de faire ce que les banques font. Parce que les banques prennent votre argent et le déposent à la Banque centrale, en partie. Donc, il y a un aspect démocratique. Alors, pour comprendre ça, j'ai presque fini, j'étais un peu long. En fait, aujourd'hui, la quasi-totalité de la monnaie, elle est créée par les banques privées, par les banques commerciales. Elle est créée par les prêts, tout simplement. C'est-à-dire quand une banque fait un prêt, la banque inscrit à l'actif son prêt et crédite
et crédite au passif de l'emprunteur la somme correspondant au prêt. Et puis, donc, la monnaie est créée. Et puis, quand l'emprunteur rembourse, ben, la monnaie est graduellement retirée. Donc, la création monétaire aujourd'hui se fait en large partie par la monétisation des dettes privées. Alors, la limite, c'est le capital des banques. Et puis, c'est que la banque, avec ses dépôts ou avec sa possibilité d'emprunter, ait accès à une partie de monnaie banque centrale. Vous voyez bien, ça, c'est un enjeu fort. Hein. Alors, il y a plusieurs propositions. Il y en a en gros 3. Il y a une vieille proposition qui vient des années 30, qui s'appelait à l'époque le Chicago Plan, le plan de Chicago, qui avait été en fait proposé par tous les économistes à l'époque des années 30, en disant en gros, confier aux banques privées la création monétaire, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que la création monétaire, elle est liée à l'activité de prêt et ce n'est pas idéal. Les banques ne sont pas complètement couvertes, donc c'est un risque de stabilité des banques, puisque les banques en fait ont une fraction seulement de leurs dépôts qui sont maintenus en actifs sans risque. Donc l'idée, c'est alors ça a été remis au goût du jour par Michael Kumhof, qui est un économiste à la Banque d'Angleterre, qui a beaucoup écrit là-dessus. D'ailleurs, je pourrais envoyer quelques références après. Donc l'idée, c'est que les banques vont faire ce que vous croyez que les banques font. C'est-à-dire simplement, les banques vont prendre des dépôts et puis vont les mettre en bons du trésor ou en réserve à la banque centrale. Donc en fait, les banques deviennent des coffres-forts. Si vous voulez investir, à ce moment-là, vous dites à la banque, je veux passer 1 euro de mon compte dépôt à mon compte d'investissement. Et puis, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, la banque ne vous demande pas si vous êtes OK pour que vos dépôts soient utilisés pour faire des prêts. Elle ne vous demande pas votre avis. Elle le fait tout simplement. Alors, comment ensuite se fait la création monétaire? Il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est que simplement, c'est la BCE qui va créditer le compte des trésors européens. Donc là, en fait, la création monétaire est contrôlée par la Banque centrale, mais elle se fait par l'intermédiaire du compte qu'a le Trésor à la BCE. Alors, une variante de ça, c'est que les particuliers peuvent avoir aussi des comptes auprès de la BCE. À ce moment-là, on créditerait aussi les comptes des particuliers à la BCE. C'est la question de la monnaie hélicoptère. Alors, il y a quelques choses un peu compliquées, notamment la coexistence de dépôts bancaires et de monnaie digitale. C'est une question un peu complexe. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais vous voyez, l'enjeu, ce n'est pas un enjeu qui est neutre. C'est-à-dire, si on veut aller vers de la monnaie digitale, on pose la question de la création de la monnaie et donc on se pose la question du rôle des banques dans la création de la monnaie. Les banques pourront continuer de faire des prêts. Et simplement, elles ne pourront pas faire des prêts avec les dépôts. Donc, elles devront lever des ressources par ailleurs ou simplement convaincre les épargnants d'acheter des pools de prêts qui ont été émis. Alors, la dernière option sur laquelle je travaille aujourd'hui, donc je voulais quand même le mentionner, c'est le rapport, et ça permet de clore entre la question de la monnaie et de la dette. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, ce sont les bons du Trésor, notamment la dette à court terme, qui devient elle-même la monnaie. Alors ça, les États n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas une compétition entre des titres et de la monnaie. Donc, par exemple, quand pendant la guerre, les États-Unis ont émis des victory bonds, c'est-à-dire des bons pour financer la victoire, aujourd'hui, si on veut acheter un bon du Trésor, le minimum, c'est $1 000. Donc, ça ne peut pas être utilisé pour faire des paiements. Mais là, on travaille sur une solution avec des gens sur la côte ouest pour en fait fractionner ces bons du Trésor. Et simplement, on va proposer des comptes où les gens auront des bons du Trésor. Donc, simplement, votre compte en banque, ce sera un compte en banque du Trésor. Au lieu que ce soit la banque qui prenne votre argent et qui l'investisse en bons du Trésor, vous aurez directement votre compte au banc du Trésor et vous pourrez utiliser les bons du Trésor comme système de paiement. Alors, si cette question se développe, ça crée évidemment des défis importants. Parce que, en gros, les gens auront des portefeuilles électroniques. Ouais, c'est une idée très proche de la monnaie banque centrale. Simplement, au lieu d'avoir de la monnaie banque centrale, ils auront des bons du Trésor. Et donc là, du coup,
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on voulait faire un stimulus budgétaire? Simplement, on rajouterait, on créditerait ces comptes, et puis un jour, peut-être, on ferait un défaut sur les bons du Trésor. Et donc, il y aurait une espèce de… Donc là, ce serait encore un changement de paradigme important, mais on n'y est pas encore là. Voilà ce que je peux dire pour commencer. J'ai été un peu long, excusez-moi, mais bon, j'ai essayé de couvrir pas mal de choses. Merci Romain, c'était passionnant. J'ai commencé à recevoir quelques questions en privé, donc que je vais relayer. Une question, Cyril, vous pourriez la poser. Quel est l'avantage de la troisième option, en fait, précisément, que vous avez évoquée, La monnaie… sur laquelle vous êtes en train de travailler? Oui, donc, alors, donc, un avantage, c'est un avantage pour les déposants. C'est-à-dire, c'est un choix. En fait, ça revient à faire une sorte de ce que j'appelle le narrow banking, c'est-à-dire la banque. Donc, les gens auront des comptes en bons du Trésor. À une époque, les Français avaient d'ailleurs des comptes auprès des trésoriers publics, c'est la même chose. Et ce serait une décision de l'épargnant d'orienter son épargne vers tel ou tel segment de l'économie. Aujourd'hui, vous financez l'économie à travers vos dépôts sans en prendre la décision. Ça, c'est le choix un peu, c'est l'aspect un peu citoyen de l'affaire. Et après, l'autre intérêt, c'est que ça crée une possibilité extrêmement rapide, finalement, de créer une forme de monnaie en émettant davantage de bons du Trésor. Donc c'est aussi une façon, quelque part, de faire de la monnaie hélicoptère en créditant, en fait, les comptes des particuliers, puisque simplement, si vous dites simplement, voilà, vous possédez 10 bons du Trésor, vous rajoutez un 11e, on a créé de la monnaie. Donc, c'est une autre possibilité. C'est une chose qui est compliquée. Hein. C'est pas quel devient le rôle des banques centrales, des banques commerciales. Donc, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Je vais poser les questions que j'ai reçues, mais moi j'en avais une juste pour revenir sur votre schéma de base. Comment est-ce qu'on peut expliquer à l'épargnant aujourd'hui qu'au fin de compte, il ne perdra pas ou il sera gagnant, entre guillemets, si on fait une partie d'annulation de dette très concrètement, j'allais dire l'épargnant citoyen, entre guillemets, électeur? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe de facto, hein, quand il y a une situation de défaut et de restructuration? Alors, en général, les gens comprennent, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, si on dit aux gens au départ, on va annuler votre titre de 50%, c'est difficile de les faire comprendre. En général, la compréhension se fait plutôt ex post. Les pays annoncent la volonté de faire une restructuration, et là, on se rend compte que qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va restructurer. Donc c'est compliqué parce que simplement, c'est une question de faire comprendre à l'épargnant ou à ceux qui possèdent la dette que la dette n'est pas forcément soutenable et qu'il faut mieux avoir 50% d'une dette qui rembourse plutôt que 100% d'une dette qui ne peut pas être remboursée. Donc quelque part, quand la dette est restructurée, en fait, elle était déjà. C'est ça le truc, c'est ça la question. C'est qu'en fait, vous avez un titre qui a l'air merveilleux, qui vous paye 8% de taux d'intérêt, mais en fait, il y a une chance sur deux que ce titre ne va pas être remboursé. Et donc, il y a une pression qui est faite sur le débiteur. Notamment, le débiteur ne peut plus payer. Vous choisissez de plus payer. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Alors, il y a une possibilité qui est de le faire au niveau européen, de façon un peu coordonnée. Mais ce que je dirais, c'est que la reprise de dette par la Banque centrale, ma solution à moi, c'est de dire simplement, continuons à laisser la Banque centrale acheter de la dette, encore plus de dette. Et puis, quand la dette fera défaut, une partie des pertes seront assumées par la banque centrale. C'est probablement ce qui est en train de se passer, effectivement. Cyril, vous avez un commentaire? Après, j'ai des questions que je pose. Oui, non, j'ai un bref commentaire en remerciant Romain de tout ce qu'il a expliqué. C'est le fait avec beaucoup de pédagogie. En même temps, il y a des choses assez techniques, hein, donc j'encourage tous les membres
s'il y a des points à éclaircir, à solliciter une question, à poser une question, pardon. Oui, moi, je suis très sensible à votre première option, le Chicago Plan, et la troisième, le Chicago Plan étant l'option que j'abordais en détail et que je proposais dans le temps de l'alternative, parce que c'est des options qui, en dehors de leur intérêt économique, mais vous êtes plus calé que moi là-dessus, redonnent du contrôle démocratique. Parce qu'il y a effectivement quelque chose d'absolument extraordinaire dans le monde dans lequel on vit, et vous avez à juste titre souligné que ce n'était pas le cas avant, hein, puisque l'indépendance des banques centrales est quelque chose d'historiquement récent. C'est qu'au fond, les banques centrales financent non pas directement l'activité économique des entreprises ou des ménages, globalement, mais avant tout les banques commerciales. Et donc, les banques commerciales, finalement, font ce qu'elles veulent de l'argent. Aussi bien, je prends deux exemples qui vont d'exemples de répercussions mondiales jusqu'à notre vie quotidienne, donc aussi bien pour le financement des énergies. On avait tous lu ces rapports qui expliquaient que les banques commerciales françaises finançaient à 80% les énergies fossiles. Donc, quand on dit un choix politique fort de financer la transition écologique pour les générations futures, en fait, il ne se traduit pas dans le système financier européen et international, puisqu'il n'y a aucun moyen d'exercer une contrainte sur les banques commerciales pour qu'elles financent à des conditions plus intéressantes les investissements écologiques. Alors, on peut créer des institutions qui le font, comme celle pour laquelle d'ailleurs travaille Cyril Lachève, mais en tout cas, on n'a pas la main dessus. Et je prends un autre exemple qui est celui que beaucoup des entrepreneurs connaissent, il y en a sur ce call, y compris d'ailleurs moi-même, les prêts garantis par l'État. C'est un petit peu le même problème également. C'est-à-dire que on vous dit l'État va garantir des prêts pour vous sauver du Covid, il en garantira 90%. Et en plus, on avait dit aux gens c'est sans condition, mais en réalité, ça ne l'était pas. Et puis finalement, il a été délégué aux banques privées de choisir parmi leurs clients qui bénéficierait du prêt. Donc, voilà, c'était juste pour dire que dans… Oui, je suis d'accord, il y a un contrôle, il y a un contrôle important. Enfin, qu'est-ce que les gens, quand les gens ils ont un compte en banque, les gens ils pensent qu'ils ont un coffre-fort, en quelque sorte. Et donc, et en fait, si on disait aux gens, bah non, votre argent il est déjà parti chez Total, les gens ils seraient un peu sur le cul, parce que simplement ils ne comprennent pas, l'argent il est à la banque, puisque si je vais à la banque, je retire mon argent. Et les banques savent très bien que vous allez partir tous votre argent au même moment, qu'elles gardent un petit coussin, et le reste est prêté. Donc là, votre argent il est investi dans l'économie, mais sans que vous en ayez véritablement une espèce de contrôle. Donc l'idée d'avoir, de transformer les banques en ce que les banques, et à ce moment-là, il pourrait y avoir, ça ouvrirait le marché considérablement, c'est-à-dire que les gens, vous paierez simplement pour avoir un coffre-fort électronique, vous paierez de 1 ou 2 euros par mois. Dans la solution sur laquelle on travaille, là, les comptes les gens paieraient à peu près 5 euros par an pour avoir leur compte en banque de trésor. Donc vous aurez simplement votre portefeuille, votre coffre-fort électronique. La question aussi, ça renvoie à la question des données, parce que les banques non seulement prennent votre argent, mais elles prennent aussi votre donnée. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des nouvelles banques sur Internet, elles ne font pas d'argent, en fait, ces banques. Parce que d'ailleurs, ce n'est même pas vraiment des banques, c'est juste des couches d'interface sur Internet. Et par contre, ce qu'elles monétisent, c'est vos données. Quand vous êtes excité par The Bank ou toutes ces nouvelles banques, elles n'en veulent pas votre argent, ces banques-là. Votre argent, elles en veulent à vos données. Elles veulent savoir ce que vous dépensez, comment vous consommez, etc. Donc, l'autre idée, c'est que vous allez reprendre le contrôle sur votre argent. Vous allez reprendre aussi le contrôle sur vos données, ce qui est aujourd'hui, dans le contexte des rapports avec les GAFA, essentiel. Donc, c'est aussi une solution de contrôle sur votre argent physique et votre argent virtuel, qui est la vente de vos données. Et à ce moment-là, il peut y avoir plein de solutions. Si vous voulez acheter ensuite un fonds vert, vous pouvez acheter des parts d'un fonds vert. Si vous voulez acheter des parts d'entreprises de production de cannabis, vous pouvez acheter des parts d'entreprises de production de cannabis. Mais simplement, c'est votre décision. Votre argent, il reste votre argent, quoi. Et donc ça, c'est
le fait de forcer les banques à être complètement garanties, et ben alors les banques centrales peuvent toujours avoir accès les banques peuvent toujours accès à des banques centrales, mais elles n'ont plus la possibilité de multiplier cette monnaie banque centrale comme dans le système fractionné aujourd'hui. Ça forcera les banques à devenir des entreprises comme les autres, en quelque sorte. Ce qui est aussi important, parce que en termes aujourd'hui, les banques peuvent faire du chantage au renflouement parce qu'elles sont centrales dans le financement de l'économie. Si le système change, ça aussi, ça changera. Alors, je parle de questions. On va commencer par celle de Thierry Lobut, je sais ça. Deux questions ont été. Sur la monnaie digitale, on voit apparaître des nouveaux systèmes de paiement, monnaie privée, token, Libra. On voit aussi se développer l'économie d'usage par rapport à l'économie de possession. Est-ce que ce n'est pas la fin de l'inflation? Est-ce qu'il faut continuer à craindre l'inflation? Et la deuxième question, c'est sur l'aspect supranational de ce nouvel écosystème. On voit que la notion de monnaie nationale pourrait disparaître au profit d'une économie plus locale. Est-ce que cela pourrait nuire à la dette publique, au moins à court terme? Ouais, alors, il y a des questions sur lesquelles j'ai des réponses, des questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Sur le rapport entre les nouvelles formes de monnaie et l'inflation, en fait, je n'ai pas de réponse. Donc, je pense que c'est en débat. Je pense que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse claire. Sur le fait qu'il y a d'autres, c'est-à-dire il y a une époque aux États-Unis, il y avait 3 ou 4 monnaies différentes. Il y avait des dollars mexicains, il y avait des greenbacks, il y avait le fait qu'il n'y ait qu'une seule monnaie en circulation, c'est quelque chose finalement, encore une fois, c'est l'unification monétaire. Les États-Unis, ils ont eu plusieurs monnaies en circulation pendant les 140 premières années de leur existence. C'est uniquement après la guerre civile qu'ils ont une seule type de monnaie. Donc la question c'est il faut quand même que les monnaies restent stables. Donc le Bitcoin, c'est pas de la monnaie, parce que la Bitcoin, c'est juste un actif spéculatif. Moi, si je dessine mon visage sur un bout de papier et que je le passe à Cyril, qui ensuite le passe à Fabrice, c'est une nouvelle monnaie. Tant que les gens acceptent ça comme moyen de paiement, c'est une nouvelle monnaie. Puis le jour où Fabrice ne veut plus voir ma tête, il déchire le papier et puis la monnaie disparaît. Donc la question, c'est qu'est-ce qui peut être une monnaie stable, donc une monnaie alternative stable. Alors le Libra, ça avait une caractéristique stable parce que le Libra, c'était en fait c'était comme un système d'auto de change en fait, qui était backé par des réserves. Mais le problème, c'est que c'était géré de façon privée. Et donc ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut donner aux acteurs privés le pouvoir de création Aujourd'hui, tout ce qui est fintech, il faut voir, il y a 3 choses. Il y a les paiements, il y a la gestion du cash, et il y a les nouveaux types de monnaie. En dehors du Bitcoin, aujourd'hui, la fintech, c'est uniquement le système de paiement. Éventuellement des systèmes des cartes de crédit. Donc on n'a pas encore été dans les systèmes de cash, la monnaie bon au trésor, et donc dans les systèmes de nouvelles monnaies. C'est plein de questions qui sont compliquées sur la dette. Moi j'ai une autre idée. La dette elle-même peut devenir une forme de monnaie. Donc, dans ces cas-là, aujourd'hui, si les Chinois achètent plus de bons trésors américains, les Américains achètent des bons trésors américains parce qu'ils les utilisent dans les transactions, ça crée une nouvelle demande de dette publique. Ça dessert la contrainte sur la dette publique. Et donc, sur la deuxième question, le fait qu'on voit un écosystème supranational, la disparition progressive de monnaie nationale, ou en tout cas de leur rôle, est-ce que la dette publique pourrait en souffrir? Alors, on n'en est pas là non plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a, vous ne pouvez pas payer vos impôts avec des bitcoins. Vous ne pouvez pas payer vos impôts avec des Libras. Donc ça menace. Donc on décide quel type de monnaie a le pouvoir d'éteindre les dettes. Et donc
pouvez pas rembourser vos dettes fiscales en Libra, vous ne pouvez pas rembourser vos dettes fiscales en Bitcoin. Ça, c'est une très forte limite. Hein. Donc, pareil, aujourd'hui, les banques de dépôt, les dépôts sont garantis. Les garanties de dépôt ne peuvent pas se faire sur des comptes en Bitcoin. Ça se fait sur des comptes en… Mais c'est, à mon sens, la façon d'éviter ça, c'est d'aller assez vite vers une nouvelle forme de stable currency qui a des avantages pour les particuliers. Et c'est là où les central bank digital currencies sont si on avait une solution. Et on peut se battre, on peut interdire tout type de monnaie, on peut essayer de le faire, mais ça va rien changer. Si les gens ont confiance il peut y avoir des bonnes monnaies privées, hein. Il y a des systèmes de monnaie communautaire qui fonctionnent dans certains villages suisses, etc., qui favorisent l'achat local. Mais fondamentalement, la solution pour éviter cette question de la compétition des monnaies, et notamment d'avoir des monnaies privées qui sont soit pas stables, soit qui sont stables, mais qui avec des intérêts derrière en termes de données, en termes de… Si on reprend le Libra, dans le Libra, c'était une espèce de truc où c'était 20% dollars, 20% yens, 10% euros. Alors, ce qui se passe, c'est que si jamais, et périodiquement, dans les systèmes de taux de change qui sont basés sur des paniers de currency, on change les poids sur le panier, ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a émis la dette peut faire comme… En fait, on revient au vieux problème, c'est-à-dire le Libra, ça a l'air stable, mais on peut, à la marge, tu sais, comme on faisait, on coupait un peu les pièces de monnaie avant. Donc, on faisait ce qu'on a, je sais plus comment on faisait, on coupait, on mettait un trou dans la pièce de monnaie. La valeur métallique commençait à être un peu dépréciée. C'est extrêmement tentant de faire ça. Donc la question de la stabilité de la monnaie reste fondamentale, parce que ça reste la question de la confiance dans la monnaie. Donc, à mon avis, la solution, c'est d'aller rapidement vers de la monnaie digitale, banque centrale. Une question justement qui va dans ce sens de Daniel Desmoulins. Est-ce que par l'innovation financière, l'Union européenne et la BECE peuvent sécuriser l'avenir de l'Europe? Est-ce que finalement la solution à tous nos problèmes n'est pas vraiment dans l'innovation financière, dans cette nouvelle économie qu'on voit émerger, qui repose moins sur un échange basé sur des considérations monétaires et plus sur du troc? C'est peut-être un peu exagéré, mais… Je dirais que il peut y avoir une partie de ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait… Il y a l'innovation financière, mais auquel les gens n'ont pas forcément accès. Par exemple, il y a une transaction qui a été faite par la Société Générale il y a quelques semaines, qui a été en fait réglée sur des transactions en monnaie banque centrale enregistrées sur la blockchain. C'est super. La Société Générale a fait une belle opération de com, mais personne n'a bénéficié de cette innovation. Par contre, aujourd'hui, quand on pense à la dette, moi, une chose que aujourd'hui, les gens émettent de la dette, c'est la dette nominale qui est remboursée en valeur nominale. On pourrait imaginer que les États choisissent d'émettre de la dette dont l'indexation est faite sur certains paramètres, des émissions carbone, certains paramètres de l'adaptation au changement climatique. Donc, on pourrait effectivement réengager les citoyens à travers une forme d'innovation financière où les épargnants choisiront ces produits plutôt que tel autre. C'est déjà ce que font les fonds, mais le fonds, c'est un peu du greenwashing, quoi. On va retirer quelques titres d'un basket. Mais l'État pourrait le faire. L'État pourrait simplement dire on va faire un grand emprunt pour financer la transition écologique. Et en fait, on vous remboursera, plus sera de succès, moins on vous remboursera. Donc, si on arrive à limiter les émissions de gaz carbonique, on ne vous remboursera rien. Ça, c'est une autre façon d'engager les citoyens. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Et après, on pourrait effectivement faire racheter une partie de ces titres par les banques centrales. Donc, il y a mais ça, en gros, la question, c'est l'innovation, mais l'innovation au service de qui? C'est la question de l'innovation, mais au service de l'engagement des citoyens dans la reprise d'un contrôle démocratique sur
l'utilisation de leurs ressources, en quelque sorte. Un commentaire de Christian Lemaire, qui reprenait un peu ce que vous avez posé comme question tout à l'heure. L'assurance vie constitue l'épargne principale des Français. Elle finance la moitié de la dette publique. Une restructuration de cette dette diminuerait leur épargne. Comment est-ce que, encore une fois, on peut ne pas prendre le risque de déstabiliser tout le système financier aujourd'hui, et même pas que financier, de la manière dont les gens conçoivent même leur vie, leur avenir, leur consommation aujourd'hui par rapport à leur épargne du jour pour anticiper leur consommation de demain. C'est-à-dire que, vous pensez, encore une fois, ceux qui ont… si à un moment donné se pose la question du niveau de la dette et de la soutenabilité du niveau de la dette, hein, si se pose la question du défaut, à ce moment-là, effectivement, il y aura un aspect redistributif. Hein, il y aura un aspect redistributif. Et donc ceux qui sont créanciers, en mettant de côté les questions tout à l'heure, perdront. Alors, en général, la possibilité de faire, c'est qu'il faudra probablement réfléchir à des compensations pour certains types. Est-ce qu'on donnera aux d'autres actifs? Je ne sais pas comment ça se produira, mais il y aura effectivement… c'est une question, oui, le défaut va récréer. Qu'est-ce qui se passe sinon, hein, les deux façons, sauf si on espère une espèce de croissance importante pour d'autres problèmes, c'est soit ça, soit l'inflation. Hein. L'inflation, c'est une espèce c'est un défaut, puisque la valeur de la dette nominale va diminuer. Donc les assureurs auront toujours leur paiement, mais auront paiement en valeur dépréciée. L'inflation, c'est un vrai problème. Hein. Si elle dure longtemps, elle complique énormément la gestion des horizons en économie. Donc, il est parfois préférable de faire une restructuration claire plutôt que de faire défaut. Alors, il pourrait encore une fois, ça peut aussi se faire dans le cadre de rebonds. Vous aurez, si vous avez 100 de dette première phase, pour dire vous avez 100 euros de dette d'assurance vie, 60 est converti en eurobonds. Là, pour le coup, c'est super garanti. Et puis 40 euros et reste en dette plus junior, en dette d'État. Et là, vous pouvez perdre. Donc, il y a une espèce aussi de possibilité de changer les instruments pour au moment où… Mais c'est pas des questions sur lesquelles on a des réponses simples. Hein. Bon, l'assurance vie elle-même a des problèmes parce que l'assurance vie, il y a un problème qui est que les frais de gestion pompent une large partie des retours sur l'assurance vie, mais ça c'est un autre débat. Ouais. Non. Dans ma vie professionnelle, je vois de plus en plus se développer un schéma qui est assez intéressant par sa puissance, mais qui pose pas mal de questions de fond, qui est qu'en réalité, quand il s'agit de mobiliser des grands financements pour des grands investissements, y compris verts, durables, des investissements risqués, on voit en fait le secteur public se poser en garantie, en gros des premières paires, pour mobiliser et encourager le secteur privé à venir avec ces moyens colossaux, pouvoir financer l'ensemble du projet. C'est-à-dire concrètement, et d'ailleurs c'est ce qui se passe un peu dans la crise actuelle, c'est-à-dire que l'État, la puissance publique, donc quelque part le contribuable, le citoyen, est là en garantie des prêts qui vont être accordés par le secteur privé. Alors ça a un avantage, c'est qu'on voit la puissance financière, encore une fois, que ça permet de développer et de répondre aux besoins d'urgence ou d'investissement. Mais ça pose quand même ça aussi un problème à moyen terme, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le contribuable qui se porte garant et donc qui perdra de l'argent en quelque sorte si on ne rembourse pas. Alors, c'est peut-être encore un micro-phénomène, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à étudier pour tout le monde? C'est en gros le principe du plan Juncker, de ce fameux plan Juncker qui a été finalement très puissant, mais dont on oublie cet aspect-là. Oui, donc ça, c'est une question qui dépasse, à mon avis, la question des financements, qui renvoie au partenariat public-privé de façon générale. On regarde les prisons privées aux États-Unis, on regarde. Donc, il y a une véritable question où
où en gros, le partage du risque n'est pas forcément favorable au secteur public et aux contributions publiques. Alors, c'est vrai que c'est là où je pose des questions sur c'est quoi les financements à très long terme par rapport à des financements à plus. Il faudrait peut-être un meilleur écosystème, un système où on sépare clairement les deux, où l'État investit sur les choses vraiment de très long terme en émettant des titres à 30 ans, à 50 ans, même de façon perpétuelle. Et puis ensuite, d'autres financements privés peuvent contribuer. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à clarifier. En général, ce qui se produit, notamment sur les questions de dette, quand ça se passe mal, en fait, il y a des créanciers publics qui remplacent les créanciers privés. Hein, donc, alors, un exemple typique, c'est l'exemple quand intervient le FMI prêteur public, remplace le prêteur privé. Donc la question, est-ce que il est souhaitable que l'État renfloue périodiquement le secteur privé de façon plus générale? Alors je dirais, ça semble pas forcément une bonne idée, mais ça peut être aussi, il y a aussi des risques qui peuvent être assurés. Dans le renflouement, il y a des choses qui sont bonnes et pas bonnes. C'est-à-dire que si c'est des risques privés qui sont ensuite socialisés et qui sont pris en charge par les ressources publiques, dans le cas des plans de refoulement des banques, c'est problématique. Si simplement il y a des projets qui sont des projets risqués, avec un fort upside, on peut penser de nouveaux types d'énergie, mais il y a des risques. On peut imaginer que l'État contribue à cette prise de risque. Ça doit être fait dans un débat citoyen. Si jamais on veut développer des nouvelles types de solutions de transition écologique, il y a des risques. Est-ce que l'État prend une partie de ces risques? Oui, on peut imaginer, mais ça doit être fait dans un débat clair. Ce qui est pas bon, c'est quand c'est un peu opaque, quoi. Ouais. Merci Romain. Cyril, on va approcher la conclusion. Il nous reste à peu près 5 minutes. Peut-être que… Oui, je voulais juste poser une question Fabrice. à Romain. Romain, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui disent actuellement, puisqu'on a fait de la dette, pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à faire de la dette? On paye les hôpitaux sans doute, mais on paye davantage les enseignants, on renfloue tout le service public et on continue la dette ad vitam aeternam. C'est un peu ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que, en particulier, alors ça, c'est un peu le même problème que est-ce qu'on peut continuer à émettre de la monnaie. C'est-à-dire c'est des phénomènes qui sont un peu compliqués parce que tout se passe bien jusqu'au moment où tout se passe mal. Et c'est difficile, c'est une question économique. Évidemment, aujourd'hui, il faut émettre de la dette publique. Les taux sont quasiment négatifs. C'est le moment idéal pour faire des grands plans d'emprunt et d'investissement pour l'hôpital, pour l'école. La question est qu'est-ce qui se passe dans 10 ans quand ces titres arrivent à maturité. Donc implicitement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale dit si ça se passe mal, on va acheter plus de titres. En fait, la Banque centrale se porte garant. Donc la monnaie, Banque centrale, dans l'avenir, se porte garant du remboursement des dettes. Donc le risque de défaut est limité. Hein. S'il n'y a pas eu la BCE, l'Italie serait en très 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 mauvaise posture aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il faut faire, je pense. La BCE ne peut pas s'engager. Donc la BCE ne peut pas s'engager parce que si on s'engage, on sort du paradigme de la banque centrale indépendante. Ouais, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de réponse nette qu'on peut apporter et tout le monde peut dire on prend le risque. Et puis 10 ans, 20 ans, c'est très loin. Absolument. Et on dit, voilà, il y a des besoins, il y a des besoins d'investissement. Alors, les hôpitaux, c'est de l'investissement dans la santé, l'école, l'investissement, et qu'on pense que voilà, l'amélioration les ressources dans le futur existeront.
Si ça se passe mal, la Banque centrale renflouera. Non, c'est un débat totalement légitime, avec des taux négatifs. Il n'y a pas d'effet sur le service de la dette. Aujourd'hui, à 10 ans, l'État français est mis à un taux négatif. Donc, les gens achètent. Donc, c'est évident, il n'y a pas de meilleure période aujourd'hui pour faire de l'investissement financé par de la dette publique. Après, il y a quand même une dimension psychologique, et je vais pas poursuivre, hein, mais il y a quand même une dimension psychologique qui est immense, à savoir que tous les gens à qui on refusait 30 millions, bah, ils peuvent légitimement penser, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas 3 milliards? Il y a quand même un glissement qui est énorme actuellement. Oui, ça se pose aussi pour, j'en ai pas parlé, mais pour toute l'extension des budgets européens, hein, donc tout le plan Merkel-Macron. Donc tout d'un coup, il y a un effet d'aubaine et qu'il y a des besoins de financement qui apparaissent et des possibilités que certains financements soient des financements à fonds perdus. Donc oui, ça c'est clair que il y a un effet de voracité, des ressources qui apparaissent et qui peuvent être simplement dilapidées. Et donc ça, c'est clairement c'est un problème. Ensuite, c'est aussi un problème politique parce qu'effectivement, ce qui intéresse les politiques, c'est pas forcément que l'argent public soit bien investi, mais qu'elle soit favorable en termes de résultats politiques. Non, ça crée plein de problèmes possibles. Cyril, c'est à vous de conclure. Non, mais merci. Mais moi, je crois que la question de Fabrice nous a ramené au cœur du problème, en fait, parce que la nature de la Banque centrale, et encore une fois, et je remercie Romain de l'avoir rappelé, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire économique, de récent. C'est d'être le prêteur en dernier ressort. Donc, on peut effectivement, et c'est au fond ce que suggérait Fabrice, et c'est ce que confirme économiquement Romain, on peut fondamentalement se dire, on peut continuer, tant que les taux d'intérêt sont très faibles ou négatifs, à emprunter, puisque la Banque centrale, à hauteur de ce qu'elle achète des émissions de titres, des entreprises privées ou des États dans le marché secondaire, finalement, virtuellement, elle a annulé cette dette. C'est ce que vous nous avez très, très bien expliqué. Mais alors, non, elle a annulé cette dette. Il y a une limite, c'est qu'elle a aussi émis, elle émet de la monnaie. Donc, ça, c'est par rapport au point de Fabrice. Donc, si la Banque centrale est en dernier ressort, elle ressort avec son passif à elle, qui est la monnaie. C'est ça. Mais la monnaie, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un rapport entre la monnaie et les biens. Voilà, mais c'était mon point, si je vous comprends bien, toute cette mécanique qui se met en place, c'est-à-dire que c'est viable, et je dirais qu'il y a un moment, le risque, c'est qu'il faille restructurer la Banque centrale et pas les dettes. Ou alors qu'il y a un risque d'hyperinflation, qu'il y a un risque qui est une forme de restructuration. Qui est une forme de défaut de la Banque centrale. Ce qui se passe, c'est que si on reprend l'exemple de la République de Weimar, il y a des transferts à faire. Les transferts, il faut les faire en biens, il ne faut pas les faire en monnaie. Mais simplement, on émet du Deutschmark et puis on transfère. Ça marche au départ. Il y a l'illusion monétaire peut perdurer assez longtemps. À un moment donné, les gens disent mais il y a des titres, il y a des billets, mais il n'y a pas de biens derrière. Oui. Voilà, mon point est exactement là, et c'est un point politique et j'ai même envie de dire un point humain. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se dire dans une espèce de vision abstraite des choses, mais qui est réelle, parce que c'est le propre de la finance. Moi, je l'ai vécu en tant qu'investisseur professionnel à Londres en 2008. C'est que c'est très réel et c'est très abstrait. Donc, c'est très abstrait. Les banques centrales peuvent s'endetter quasiment infiniment jusqu'au moment où, effectivement, comme vous l'avez expliqué, il faudrait les restructurer parce qu'il y a un désaccord entre la monnaie et les biens, entre les monnaies et les actifs. Bon, soit c'est possible, mais mon problème politique n'est pas celui-là. Mon problème, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui séparer la création monétaire en faveur du secteur privé et la création monétaire en faveur du secteur public. C'est-à-dire que pendant que la Banque centrale européenne et les autres déversent de l'argent
pour soutenir les États, elle déverse aussi de l'argent au profit des investisseurs financiers et les marchés d'actions, jusqu'à ce matin en tout cas, flambent. Et les prix d'un certain nombre d'actifs, comme l'immobilier, comme certaines denrées alimentaires, comme les actions, flambent aussi parce que toute cette liquidité, tout cet argent, il faut qu'il se déverse quelque part pour être rentable. Et même si les gens veulent bien payer, comme vous l'avez dit, l'expression, je la trouve, elle est limpide, pour mettre leur argent dans le coffre-fort français, le taux négatif, il faut bien que par ailleurs, quelque part, ils gagnent de l'argent. Et donc, il y a ce phénomène-là. Non, ouais. Mais si je peux dire, ouais, pardon. Sauf si vous êtes, je me trompe, vous me le dites techniquement, mais ce que je veux dire, c'est que, donc, si on dit ça, on ne distingue pas, si vous voulez, ce qui est de l'ordre des priorités politiques, des priorités sociales, des priorités humaines, et ce qui est de l'ordre des priorités économiques générales. Parce que, alors, il y a une chose, vous avez dit, qui est très frappante et qu'on ne sait pas assez, c'est qu'effectivement, par exemple, quand la Banque centrale européenne achète les obligations émises par LVMH pour acheter Tiffany, le joaillier américain, elle le fait sûrement parce que c'est un bon investissement, parce qu'LVMH ne va pas faire défaut. Donc, ça se comprend du point de vue de la rationalité des gestionnaires de la Banque centrale. Mais expliquer ça aux citoyens, c'est incompréhensible pour lui et à juste titre. Pourquoi son argent, quelque part, va financer une obligation pour laquelle déjà, elle a dû être souscrite 3 ou 4 fois de mémoire, se battent déjà tous les investisseurs privés. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça est indistinct. Mais ce qui me rassure dans votre discours, je trouvais très intéressant, c'est qu'au fond, vous nous dites qu'on peut avoir une dette qui soit à la fois efficace ou efficiente économiquement, qui ne casse pas la mécanique des marchés et du libre marché, mais qui peut être utile démocratiquement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des moyens, et je reprends votre expression, de reprendre le contrôle. Parce que ce qui est choquant, on peut toujours être choqué par les tombereaux d'argent qu'il y a. Moi, dans mon métier aujourd'hui, je vois qu'il y a trop d'argent. Le problème, c'est que l'argent ne sait pas où s'investir. Et il y a une inadéquation, un mismatch, comme on dirait là où vous enseignez, entre les ressources et les actifs sur lesquels elles peuvent s'investir. Bon, donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait énormément d'argent à la rigueur, mais ce qui me choque, c'est qu'on n'ait aucun moyen de reprendre le contrôle sans violer les investisseurs. Il ne s'agit pas de devenir à une économie dirigée ou planifiée, quoique, mais pour que l'argent aille aussi sur les priorités premières pour nos vies. Et donc, il y a, avec différents mécanismes que vous avez exposés et ceux sur lesquels vous réfléchissez, il y a de l'espoir. Oui, je suis d'accord. Mais ça voudra dire changer quand même le paradigme sur lequel on a mis les banques privées au cœur de la création monétaire. Bah oui. Ça, on ne pourra pas éviter. Ça, à mon avis, c'est ça le véritable débat politique. Oui. Bah, moi, j'en suis convaincu puisque c'est le sujet que j'ai abordé d'entrée de jeu dans mes travaux, qui ne sont pas ceux d'un économiste, bien sûr, mais quelqu'un qui pratique la finance au quotidien. Et c'est ça le vrai débat. Et au fond, abordons la question, parce que vous l'avez dit très justement, en plus, en parlant des banques numériques, en parlant des monnaies numériques, on peut aussi parler des fonds de dette, qui sont aussi des instruments voilà, le système bancaire a une sorte de monopole. Les banques ne sont pas des entreprises comme les autres, je vous cite, et finalement, leur poids dans le pilotage de nos vies à travers l'économie, il est totalement excessif. Ce n'est pas du poujadisme de base, parce qu'on a tous parfois des réactions virulentes vis-à-vis de nos banques quand elles ne nous prêtent pas l'argent qu'on aimerait qu'elles nous prêtent, mais de dire qu'il y a un problème fondamental dans l'idée que les politiques nous disent l'économie va tout régler, mais l'économie, on la laisse aux mains des banques centrales qui sont indépendantes, mais qui elles-mêmes délèguent le pouvoir de création monétaire aux banques privées. C'est quand même ça, sans aucun trait idéologique, le système, il fonctionne comme ça aujourd'hui, et vous l'avez bien décrit. Donc nos impôts, marginalement, peuvent être utilisés dans les budgets des États, mais ça reste marginal par rapport à toute la création monétaire et la façon dont elle est orientée vers tel ou tel projet. Donc la vraie question, c'est ce que disait Fabrice, au fond, c'est effectivement, si on crée de la dette, autant qu'elle serve à financer l'hôpital,
autant qu'elles servent à financer la transition écologique. Mais peut-être que les États ne pourront pas en créer suffisamment dans le paradigme, comme vous le dites, qui est le nôtre, ou alors il faut trouver d'autres façons de le faire pour y parvenir. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je retiens. Cyril, je vous propose de conclure, donc, que l'on conclue nos échanges ici, si vous en êtes d'accord. Et qu'on laisse le Avec, dernier mot. alors voilà, avec une petite remarque de Christian Lemaire qui rappelle que l'intervention de la BCE sur la dette privée s'explique aussi pour des raisons d'assurer la liquidité. Il n'y a pas que des questions de dette. Romain, merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si vous venez à Paris, quand on pourra voyager. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut.